Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous recevons le journaliste Babacar Gueye Diop. Vous êtes lauréat cette année de 3 prix à l'occasion des prix Egicom de journalisme. L'un de vos sujets sacrés porte sur le refus de paternité au Sénégal et votre reportage axé sur la réforme de l'hydraulique rurale au pays de la Teranga vous a valu les 2 autres prix. Babacar Gueye Diop, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Tout le plaisir est partagé. D'abord, que ressent-on après une telle consécration? Je rappelle que vous avez été triplement primé. D'abord, je dis bonjour à tous vos téléspectateurs. C'était important pour moi, c'est une fierté parce que souvent le travail est reconnu par d'autres acteurs qui sont hors du secteur, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les populations tout court, mais avoir la reconnaissance de ses pairs, en tout cas, c'est ça qui m'a rendu le plus heureux. Et je voudrais profiter de cette occasion aussi pour vraiment rendre hommage à mon père qui n'est plus de ce monde, et qui s'est battu pour que je fasse partie des meilleurs journalistes du Sénégal. Donc vraiment, je remercie mon père. Vous êtes issu de la 49e promotion du CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Cela a dû être une fierté pour vos professeurs et votre ancien établissement tout entier. Comment ont-ils accueilli cette nouvelle? Tous les professeurs m'ont appelé, tout. Même des professeurs qui ne m'avaient pas enseigné m'ont appelé pour me dire leur fierté. La direction, le directeur du CESTI, le directeur des études, tous m'ont appelé en tout cas pour partager avec moi cette fierté. Intéressons-nous maintenant à vos productions. Vous avez reçu le prix spécial Egicom consacré aux droits des femmes, une récompense pour votre sujet qui portait sur le refus de paternité au Sénégal, titré « Tragédie sans loi », un sujet qui est paru dans Le Quotidien, un journal local pour lequel vous travaillez également. Pourquoi le choix de cette problématique en particulier ? Parce que c'est un sujet très récurrent ici au Sénégal. Aujourd'hui, on voit que les filles, en tout cas, de plus en plus, tombent enceintes. Mais finalement, que les auteurs présumés ne les reconnaissent pas. C'est un vrai problème ici au Sénégal et on n'en parle pas. C'est un sujet tabou. C'est un sujet assez sensible. D'ailleurs, j'avais même eu des problèmes pour, en tout cas, trouver des femmes ou des hommes qui peuvent en parler. Ça existe dans nos sociétés. Chaque jour, des hommes et des femmes qui nouent des relations et qui, parfois, ont eu des rapports intimes jusqu'à ce que la femme, en tout cas, tombe enceinte. Mais une fois que la femme, en tout cas, est en état de grossesse, on voit que des hommes qui sont irresponsables, qui ne reconnaissent pas, en tout cas, leurs actes et, en tout cas, font preuve de mauvaise foi pour ne pas reconnaître tout cela. Vous venez de le dire, c'est un sujet très sensible au Sénégal. Vous avez rencontré des obstacles pour réaliser votre production, mais vous avez également rencontré beaucoup de femmes qui ont été victimes de cette situation. Que vous ont-elles dit? Quelles sont les raisons récurrentes à l'origine de ce refus de paternité? D'abord, elles subissent le regard de la société, qui n'est pas souvent un bon regard. Donc, elles sont traînées dans la boue. C'est comme si elles n'étaient pas de bonnes femmes. C'est-à-dire, une fois, par exemple, une femme m'a dit que c'était une erreur de jeunesse, mais que la société ne m'a pas donné une seconde chance. En tout cas, l'auteur de ma grossesse m'a abandonné. Et j'étais là. On m'a expulsé, en tout cas, à l'école. L'école, donc, ici. Donc, tous ces aspects-là, j'ai eu des femmes qui m'ont dit que vraiment, elles avaient beaucoup de difficultés pour pouvoir, en tout cas, éduquer leurs enfants. Elles n'avaient pas de moyens, elles étaient aussi expulsées de leur maison familiale, parce que pour les parents, c'est une honte. C'est une honte d'avoir une fille qui a un enfant qui n'a pas de père. Et de l'autre côté, il y a le père qui est là-bas, en tout cas, qui ne fait rien. Justement, parlons des pères. De leur côté, pourquoi refusent-ils d'assumer leur paternité? Vous avez également rencontré certains hommes qui vivent cette situation. Ils ont refusé. Que vous ont-ils dit? Ils disent, bon, vraiment, c'est des raisons, en tout cas,
très légère. Parce qu'on te dit, oui, moi je suis jeune actuellement, je ne peux pas élever un enfant. Et puis, souvent, ce qu'ils disent, c'est que non, la femme, en tout cas, couche avec beaucoup d'hommes. Donc, moi, pourquoi on me désigne pour être l'auteur de cette grossesse? Donc, ce sont souvent les raisons qui sont très légères. Je me répète, les hommes donnent pour pouvoir fuir les responsabilités. Je pense tout simplement que c'est de l'irresponsabilité. Et le droit, en tout cas la loi, les protège. Parce que la recherche de paternité, à travers l'article 196 du Code de la famille, en tout cas interdit, il est interdit à un enfant de rechercher la paternité, quoi. Donc c'est la loi qui encourage les hommes à se mettre dans cette posture. Alors comment changer cette situation au Sénégal selon vous, lorsque vous faites le bilan de votre reportage? Oui, il faut réformer cet article 196. Malheureusement, depuis 2005, l'État du Sénégal avait initié en tout cas un projet pour pouvoir modifier ou réviser les articles du Code de la famille qui sont jugés discriminatoires. En 2016, en tout cas, les associations de femmes ont déposé le rapport au niveau du ministère de la Justice et dont elles disent qu'il faut réformer cet article 196, mais depuis 2016 jusqu'à maintenant, l'État traîne les pieds. Et vraiment, c'est un plaidoyer parce que les femmes que j'ai rencontrées, j'ai vu même un enfant, en tout cas, qui, en tout cas, psychologiquement, en tout cas, a une haine envers son père. Parce qu'il y a eu des enfants qui ont été reconnus à l'âge de 20 ans par leur père. Mais tu vois, quand tu leur parles, tu sens une haine envers ces gens-là, quoi. Donc, finalement, c'est un gros problème au Sénégal. Malheureusement, on n'en parle pas. C'est un sujet assez tabou, c'est un sujet assez sensible. Mais je pense qu'il faut lever ces tabous-là. Et aujourd'hui, quand on voit le monde évoluer, ça doit aller dans le sens, en tout cas, de la révision de cet article. Monsieur Dia, vous avez également remporté le prix Egicom du meilleur reportage en presse écrite et le grand prix du meilleur reportage Egicom 2021, grâce à votre sujet de reportage axé sur la réforme de l'hydraulique rurale au Sénégal, titré « L'eau de désolation », également paru dans le quotidien, un journal local. Quels sont les grands mots qui minent cette réforme? Oui, cette réforme, d'abord je voudrais faire un bref rappel par rapport à cette réforme-là. L'OFOR, l'Office des forages ruraux, est né en 2014. C'est pour, en tout cas, pour gérer l'eau dans le monde rural. On sait qu'au Sénégal, il y a en tout cas, une structure qui gère l'eau dans le monde urbain. Pour ne pas faire de publicité, c'est la CENO. Pour le monde rural, c'est l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Avant l'OFOR, il y avait les ASUFOR. Les ASUFOR sont les associations de gestion des forages ruraux. Mais l'État s'est dit que, en tout cas pour la gestion de ces forages, il y a eu beaucoup de détournements d'objectifs. D'abord, il n'y avait pas la qualité de service. Ensuite, les ASUFOR aussi traînaient parfois des manquements. C'est-à-dire, ils prenaient l'argent pour construire des écoles, en tout cas pour avoir des femmes parfois, etc. quoi. Donc l'État les a dessaisis le dossier pour pouvoir les confier à l'OFOR. L'État avait créé l'OFOR. Donc, 7 ans après, moi, chaque fois, je vois des comptes rendus dans les télévisions, dans les journaux, des populations qui manifestent pour le départ, en tout cas, des opérateurs. Parce que l'OFOR a signé des contrats avec des opérateurs, mais chaque fois, les populations manifestent. Il faut dire que cette réforme traîne parce que l'État n'a pas honoré ses engagements. Parce qu'il devait y avoir une remise à niveau des forages. Parce que ce sont des forages qui datent de 30 ans, 40 ans. L'État n'a pas mis les investissements qu'il faut pour pouvoir en tout cas, aider, en tout cas, pour avoir de l'eau de qualité. Et après, c'est là où je vais en terminer. Et après, il y a eu en tout cas, remise en cause de l'État parce que les populations n'ont pas l'eau de façon récurrente et c'est très cher. Donc, certains opérateurs ont été même chassés. C'est-à-dire que ce sont aujourd'hui des groupes de population qui se sont organisés pour pouvoir gérer leur propre eau et ça se passe au Sénégal. Quelle a été la réponse des autorités sur la résolution de ce manquement? Les autorités, quand je suis allé à l'OFOR, j'ai rencontré le directeur de l'exploitation. Ils ont dit que oui, ils ont engagé des négociations, etc. Donc,
Bon, pour moi, là aussi, c'est inacceptable parce que l'État doit en tout cas montrer son autorité. Il n'est pas acceptable que des jeunes, que des collectifs qui ne sont pas mandatés par l'État prennent en tout cas en charge la gestion de l'eau. Donc aujourd'hui, ce n'est pas acceptable. L'État du Sénégal doit aller là-bas, dessaisir en tout cas, dessaisir à ces populations la gestion de l'eau et les confier aux délégataires. La problématique d'accès à l'eau potable au Sénégal est un problème qui revient souvent à la une de la presse chaque année. Quelle a été la particularité de votre sujet? Oui, la particularité de mon sujet, c'est parce que d'abord j'ai fait 5 régions. Je suis allé en tout cas faire du terrain, je suis allé voir les populations. Donc pour moi, j'ai essayé de faire le bilan de ce qui a été, il y a eu des investissements, il y a eu des manquements, il y a eu un rapport même qui est sorti parce que l'État dit souvent que on a commandité un audit pour pouvoir, parce que les populations se plaignent souvent de la qualité de service des opérateurs, des 3 opérateurs. Mais l'État a commandité un rapport, en tout cas fait par un cabinet, mais jusqu'à maintenant, aussi, l'État traîne en tout cas à mettre en œuvre les recommandations issues de ce rapport. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'accès à l'eau, parce que le Sénégal projette en 2030, en tout cas, d'avoir l'accès universel à l'eau. Donc, j'ai essayé de faire tout ça pour pouvoir montrer qu'aujourd'hui, le problème de l'accès à l'eau est un vrai problème au Sénégal et le gouvernement semble impuissant. Merci Babacar Gaye Diop pour cet éclairage sur vos reportages. Nous rappelons que vous avez été triplement primé lors des EJICOM 2021. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.